مساء كل تنري ورهي جرود تكون تشمر يا ضو تند نشمر بعد التفو يا ضو تند نشمر بعد التفو مساء كل تنري ورهي جرود تكون تشمر يا ضو تند نشمر بعد التفو شمر يا ضو تند نشمر بعد التفو يا غادق لغريت ضو تفوق لو تنري تملت تجروتي غف تكون ريت تملت تجروتي غف تكون مساء كل تنري ورهي جرود تكون. Merci de m'avoir invité, m'a demandé, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la Libye, mais de parler d'un des thèmes qui était celui des tribus et de l'évolution et de la diversité des positions de ces différents groupes, notamment Touareg, dans le conflit actuel et dans les résurgences en fait, du problème libyen. Je voudrais dire tout de suite qu'en fait, chez les historiens, en tout cas qui s'intéressent à l'Afrique saharienne, au sud du Sahara ou sahélienne, on utilise assez peu et même on se garde a priori d'utiliser le terme tribu, ce qui est en fait différent de ceux qui travaillent sur le nord de l'Afrique. Pour nous, c'est un terme très connoté et très connoté colonial, donc bon, je ne l'utiliserai pas trop, mais enfin bon, voilà. Alors, je voulais évidemment donc répondre à cette demande et essayer de montrer un tout petit peu quelles sont les réalités de cette affaire. Bon, donc on sait très bien que la première conséquence du conflit libyen sur la déstabilisation du Sahel actuel, c'est l'arrivée assez massive de Touaregs notamment, ils n'étaient pas tout à fait les seuls, mais ils étaient extrêmement majoritaires, qui soit avaient fait carrière pendant quelques années, pendant pas mal d'années d'ailleurs, dans l'armée des Kadhafi, soit étaient venus pour renforcer ses positions au moment de l'insurrection libyenne. Donc on sait aussi qu'après la chute de Kadhafi, et même un petit peu avant, un certain nombre de ces militaires libyens d'origine touareg, sahélienne, ou de ces gens qu'on peut appeler en réalité des mercenaires, puisqu'ils ont été payés pour intervenir, sont retournés vers le Sahel avec donc des masses et des masses d'armement, issus soit directement de leur dotation, soit issus des arsenaux qui avaient été ouverts. Ça, c'est une chose qui est assez connue. On sait aussi que du côté du Niger, ces colonnes ont été arrêtées assez rapidement par le pouvoir nigérien, par Mahamadou Issoufou, et qu'il n'y a pas eu de discussion réelle, qu'on a désarmé les gens et que les gens les plus importants ont été rapidement donc intégrés dans les conseils des gouvernements, ce qui fait que les choses se sont calmées assez rapidement. Du côté malien, on sait très bien que ça ne s'est pas passé comme ça. Notre cher ami Amadou Toumani Touré a une fois de plus un peu une réponse à la situation qui était, à mon sens, assez laxiste, c'est-à-dire qu'il a laissé rentrer les gens, il a même été les voir, il les a accueillis, mais il les a simplement cantonnés avec leurs armes et bagages, et de fait, ça a été aussi une des bases de la création de la branche armée du MNLA. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc on a simplement raconté ce qui était le début de l'affaire, mais pour aller un peu plus loin et essayer de comprendre comment les choses se passent dans ces différentes portions du monde touareg, je voulais essayer justement de caractériser un petit peu les choses. Alors sur cette carte, vous voyez les différents pôles touareg, je ne sais pas si vous y êtes habitués, mais on commence à en parler pas mal. Donc le pôle algérien du Hogar, le pôle nigérien de l'Aïr, le pôle malien des Kaladars, et vous voyez évidemment qu'il y a aussi des Touaregs en Libye, il y en a plus au sud, du côté à la fois du Niger et du Mali, à cheval sur la frontière, donc les îles du Minden, Kalataram donc de l'ouest ou Keldenek de l'est, et puis pas mal aussi de Touaregs autour de Tombouctou ou dans le Gourma, qu'on pourra, du côté de Tombouctou, bon, c'est très schématique, mais il faut aller vite, dénommer sur le terme de Kelantsar.
Alors, quelles sont les différentes positions de ces différents groupes? Évidemment, donc, les conséquences de la Libye, c'est le retour du militaire Touareg, les armes à profusion et le MNA qui déclenche la lutte armée, mais peut-être pas avec forcément tout le monde. Et de fait, il y a quelque chose là qu'il va falloir peut-être un peu éclaircir. Alors néanmoins, avant de parler de Libye, vous avez compris qu'au Niger, les choses s'étaient passées finalement relativement calmement. Donc finalement, le Niger actuellement est peu concerné par cette affaire, sauf qu'il y a eu quand même des prises de position de certains groupes Touareg, notamment quand on parlait de l'intervention militaire africaine, qui ont dit, bon ben nous, en tout cas, si il y a une intervention, on considérera que ce sera une agression contre les Touaregs, et ils ont même utilisé un terme qui était plutôt racialiste, donc ça serait finalement une attaque de noirs contre de blancs. Bon. Mais à part cette expression, pour le moment, il n'y a pas d'intervention, en tout cas de prise de position claire des Touaregs nigériens. Du côté de l'Algérie et du Burkina aussi, puisqu'il y a aussi des Touaregs au Burkina Faso, silence à peu près complet, donc on ne peut pas dire non plus qu'ils aient présenté quelque chose de très visible. Il faut évidemment aussi évoquer le fait que ces événements divers, et ce depuis le début de la révolte de Ménéla, ont occasionné des départs massifs de population. Donc il y a des camps en Mauritanie, en Algérie, au Niger, au Burkina, et de nombreux exilés de Bamako ou du Mali dans les capitales nigérianes, notamment à Niamey, mais aussi à Ouagadougou. Et là, donc, il y a en fait des populations qui sont soit dans des camps, soit qui sont en responsabilité plus ou moins, ou en tout cas qui sont d'un niveau un peu supérieur, qui sont en train aussi de discuter et d'agir dans les différentes capitales, Niamey, Ouaga ou Nouakchott. Alors au Mali plus précisément, il y a des différences aussi importantes qui existent entre les groupes. Donc des groupes culturels existent de façon différente dans le nord. Il n'y a pas que des Touaregs dans le nord qui est actuellement revendiqué par le MNLA comme Azawad. On trouve du côté de Tombouctou des Touaregs, bien sûr, mais aussi des Morques, des Berabiches, par exemple, des Kunta, des Arabes du Tilensi. Il y a sur la boucle du Niger, autour de Gao, entre Gao et Tombouctou, et descendant plus au sud aussi vers Niamey, des Sonrailles, et puis des populations plus résiduelles que sont les Peuls ou les pêcheurs Bozo. Même chez les Touaregs, on peut considérer qu'il y a aussi des différences importantes entre les Kaladars que vous voyez sur la carte, qui sont les gens de la région de Kidal, ceux de Ménaka qui sont les Ioli Minden, ceux de Tombouctou donc, et ceux du Gourma qui forment encore un groupe différent. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces groupes ont des degrés d'implication assez divers dans les différents mouvements qui existent actuellement en Nord-Mali. Du côté du MNLA, puisqu'il faut bien commencer par lui, même si ce n'est pas le premier groupe armé à être sur place, puisque comme vous le savez, donc, le GSPC est arrivé dès 2003 et que le Mali n'a pas fait grand-chose, c'est un euphémisme pour le déloger, mais on en parlera un peu plus tard. Du côté du MNLA, je pense, et je parle de toute façon aussi sous le contrôle de mon ami Bonjo, qui connaît bien ce genre de choses aussi, la majorité des membres du MNLA sont des Touaregs, même s'il existe effectivement, mais de façon très mince, des Touaregs et des Arabes à l'intérieur de ce mouvement. Et à l'intérieur de ces Touaregs du MNLA, les Touaregs majoritaires sont les Kaladars. Ils l'étaient déjà, en fait, en 90, et c'était eux qui avaient lancé le mouvement. D'une certaine façon, là aussi, c'est un petit peu eux qui ont lancé le mouvement. Ce sont essentiellement, en fait, des Touaregs Kaladars, mais qui ont créé le MNLA avant donc le début de l'insurrection. Actuellement, le secrétaire général, Beladek Sherif, est quelqu'un qui est resté très longtemps en Libye, mais qui est aussi un Kaladar. Beaucoup de porte-parole que vous voyez régulièrement donc, à la télévision sont aussi des Kaladars, donc il y a un degré d'implication très important.
Du côté des Iulimindan, c'est plus faible et il y a des divisions aussi. D'ailleurs, à l'intérieur donc du groupe Iulimindan, certains sont des combattants du MNLA, d'autres sont passés dans d'autres mouvements, donc on le verra. Et puis bien sûr, donc aussi dans le MNLA, quelques Arabes et quelques Songhai. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le MNLA a donc une dominante touareg, mais qu'un autre mouvement dont on parle beaucoup en ce moment et qui a été considéré à un moment donné comme fréquentable, c'est-à-dire le mouvement Ansardine, les défenseurs de la foi, est aussi très largement composé, en tout cas au départ, par des Kaladars, et notamment son chef, dont on entend beaucoup parler actuellement, Iyad Agrali, est typiquement donc un Touareg de la Dar, et un Touareg en plus des couches dominantes de cette région, puisqu'il fait partie donc des familles proches de la Ménocale, donc du chef coutumier de cette région. Du côté du Moujao, essentiellement, donc le Moujao c'est le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. On trouve beaucoup d'Arabes de la région de Tombouctou et maintenant donc un certain nombre de Songhai qui ont été enrôlés par le Moujao. Bon, on n'est pas très sûr, on est même plutôt sûr d'ailleurs qu'ils ne sont pas des salafistes acharnés, mais qu'ils ont été plutôt embarqués par les paiements qu'on voulait bien leur faire. Et enfin, du côté d'AQMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc héritier du GSPC, qui est devenu AQMI par affiliation à Al-Qaïda en 2007, essentiellement des Algériens au départ, mais maintenant, il y a aussi des Touaregs qui sont dans AQMI, et alors beaucoup d'entre eux, évidemment, sont issus notamment du MNLA et d'autres courants, mais l'ont été beaucoup aussi de la même façon que les Songhai pour le Moujao, par attirance financière. Il y a aussi d'ailleurs dans l'AQMI actuellement un certain nombre de gens qui remontent du sud, et donc il y a aussi quelques Songhai, il y a aussi des Bambara, et puis des tas de gens qui viennent de partout. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'appartenance à différents groupes, même si on n'utilise pas le mot tribu, d'une certaine façon, a des répercussions sur l'appartenance aux différents mouvements, parce qu'il y a aussi des réalités qui sont des réalités familiales, des réalités de proximité, donc culturelle ou de groupe. Donc les Touaregs, si on reprend les choses à l'envers, sont aussi majoritairement non terroristes. Vous savez que le mot pose des gros problèmes en ce moment, on ne sait pas si on doit dire terroriste, islamiste, etc. Puis notre gouvernement a mis au point une feuille de route pour le vocabulaire qu'il faut employer ou pas au gouvernement, mais enfin bon, on ne sait pas très bien. Mais enfin, en tout cas, majoritairement, ils sont dans le MNLA et dans Ansardine, dont je persiste à penser, même si c'est un mouvement peu recommandable, mais en attendant que c'est un mouvement qui n'est pas terroriste au sens strict, c'est un mouvement qui veut appliquer la charia, qui veut l'étendre le plus possible, mais on a vu encore, justement, c'était évoqué dans la prise d'otage d'In Amenas, une condamnation immédiate d'Ansardine qui a dit « nous on ne fait pas ça, on ne prend pas d'otage, ça ne va pas du tout, etc. etc. » Ça peut être éventuellement tactique, mais je ne le crois pas quand même, parce que c'est quelque chose qui est permanent, en tout cas dans ce mouvement, qu'il n'y a pas de volonté d'enlever des otages, par exemple, de poser des bombes, mais qu'on est armé et qu'on veut imposer la charia. Les Touaregs, majoritairement, donc, sont aussi opposés à la charia, même si il y en a beaucoup dans Ansardine, mais la majorité est en fait opposée à cela. Et on l'a vu d'ailleurs dans le rapprochement qui s'était opéré avant l'été dernier, lorsqu'il y avait eu des accords qui commençaient à se faire entre Ansardine et le MNLA pour arriver peut-être à faire revenir justement Iyad Agrali dans le giron du MNLA, mais aussi pour récupérer sa force de frappe. Eh bien, il y a eu une très grosse réaction contre cet accord qui a finalement capoté à cause de pas mal de cadres et de gens d'ailleurs de la population ou des combattants. Du côté donc des populations et du groupe morts ou arabes, il y a beaucoup plus de proximité avec AQMI et le Moujao.
Quand on s'oreille, ils sont plutôt plus proches du Mali du Sud. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de choses que l'on peut directement expliquer par les différentes appartenances. Déjà en 1990, on avait vu qu'à l'intérieur même d'un seul groupe, celui des Galadars, il y avait donc des divergences suivant les hiérarchies sociales, et que les mouvements s'étaient divisés finalement sur cette base-là, hein, sans parler même des Illuminati, des Kalantsar ou d'autres groupes. Donc en 90, il y a déjà le chef de la rébellion, il avait lancé les affaires, mais dès les accords de Tamanrasset de 90, il avait été contesté et s'était créé progressivement le Front populaire de libération de l'Azawad, l'Armée révolutionnaire de libération de l'Azawad, etc., qui étaient surtout des mouvements composés de classes tributaires, donc d'Imrad, qui contestaient en même temps que ces accords le leadership des nobles, on pourrait les appeler comme ça, de la région, et donc aussi la hiérarchie sociale qui continue à exister dans la région. Par exemple, on a entendu parler pas mal aussi pendant cette attaque et cette conquête du Nord par le MNLA d'un groupe qui résistait assez violemment, qui était celui de El Hadji Gamou. El Hadji Gamou donc a effectivement combattu contre le MNLA du côté du Mali. Il a été particulièrement présent dans les attaques du Nord, notamment à Guelok. El Hadji Gamou était un ancien de l'armée révolutionnaire de libération de l'Azawad, et donc faisait partie de ces groupes qui contestaient la suprématie du MPA de l'époque et de Iyad Agrali. Alors comme, bon, il faut aller vite, je vais essayer de conclure rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est pour ça que j'avais intitulé cette communication, approche locale, approche globale, c'est qu'il est extrêmement important de voir effectivement les choses dans leur ensemble, et il y a des mouvements géopolitiques extrêmement importants qui peuvent exister entre la Libye, le Sahel, l'Algérie, la Mauritanie et tous les acteurs de ces événements. Mais que l'observation fine des choses est aussi fondamentale et qu'elle explique pas mal de choses. Par exemple, le dernier exemple de cette opposition violente entre Iyad Agrali et El Hadji Gamou permet aussi de comprendre quelles sont les résonances sociales et géographiques, d'ailleurs, puisque les choses sont souvent appariées, pour voir que ces oppositions sont difficilement réductibles et qu'elles risquent de se poursuivre très longtemps, puisqu'elles sont issues d'événements très anciens. Donc les approches locales m'apparaissent extrêmement importantes. C'est effectivement peut-être ce qui manque un tout petit peu dans les analyses de presse actuellement, mais il faut les resituer évidemment dans des approches globales que l'on connaît par ailleurs. Voilà, je fais là. Conséquences de l'intervention, où vont se réfugier les islamistes? Alors ça, d'abord j'aimerais bien savoir qui sait quelles vont être les conséquences de l'intervention actuellement. Et ça fait même un tout petit peu peur, parce qu'en fait on ne sait pas du tout comment ça va tourner. Et je peux vous assurer que les militaires et les politiques en France ne le savent pas non plus manifestement. Donc en tout cas, il est très possible, effectivement, sinon peut-être probable, j'en sais rien, que si les choses s'accroissent, parce que bon, ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'intervention française en était vraiment à ses toutes premières heures, quoi qu'on puisse dire, et que pour le moment, donc militairement, il s'agit surtout d'installer de la logistique avant d'aller plus loin. Mais si effectivement il y a une attaque qui commence à devenir grave pour les islamistes, bon, une des hypothèses possibles est qu'ils s'éparpillent complètement dans la nature. Bon. Alors qu'ils s'éparpillent dans la nature, ils peuvent le faire déjà au nord du Mali, ils peuvent le faire en Mauritanie, ils peuvent le faire en Libye, ils peuvent le faire en Algérie, ils peuvent aller partout. Hein. Et donc là, c'est très difficile évidemment de répondre dans ce qui va sur ce qui va pouvoir se passer à ce niveau-là.
même si il y a une hypothèse aussi qui était intéressante, qui avait été émise par Jean-Pierre Filiu, qui consistait à dire, finalement, les islamistes, plus le temps ils résistent contre l'armée française, plus ils sortent grandis de l'affaire et plus ils sont repérés par le monde comme des martyrs, etc. Et que, à la limite, même s'ils s'en vont ensuite et qu'ils perdent la bataille, ben, c'est pas très grave parce qu'ils ont réussi à subsister longtemps. Donc c'est pas absurde, et en termes de communication des islamistes, effectivement, ça peut peut-être jouer. Le ressenti des populations du Nord, bon, moi, je crois que j'en ai parlé un tout petit peu, parce que évidemment c'est pas simplement le fait des militants des différents mouvements. André Bourgeot a bien montré le lien qui pouvait exister justement entre les appartenances sociales, lignagères et aussi les engagements. C'est un petit peu ce que je voulais aussi montrer, mais c'est pas forcément réussi. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Sonrail, globalement, enfin majoritairement en tout cas, n'aiment pas trop le MNLA. Bon, que la communauté arabe est quand même un peu dispersée entre différents mouvements djihadistes, indépendantistes, donc c'est pas, ça ne m'apparaît pas très clair, que je crois quand même que majoritairement donc les Touaregs de Dakar en tout cas sont plutôt du côté MNLA, même s'il y en a plein qui sont aussi des chiens de sardines. Bon voilà, et le ressenti des populations, c'est aussi les camps de réfugiés, c'est aussi la terreur de la guerre, des mouvements, du manque d'approvisionnement et de savoir comment on va s'en sortir. Je parlais encore hier soir à une de mes amies, Zakiatou, donc qui est à Nouakchott actuellement, et qui me disait en fait, notamment par exemple les gens du Gourma, sont complètement terrorisés parce qu'ils ne peuvent plus aller ni à Gao, ni à Tombouctou, ni à Mopti pour se ravitailler. Ils sont coincés entre la guerre, entre les islamistes, et donc ils ne peuvent rien faire, et ça fait des mois et des mois que ça dure. Donc c'est ça aussi le ressenti des populations, c'est que tout le monde n'est pas forcément engagé dans la guerre, et qu'il y a beaucoup de souffrance quand même malgré tout de tous les côtés. Enfin, comparaison Mali-Niger sur armes et déstabilisation. Bon, je lirai à la situation du Mali par rapport à ses voisins. Je pense qu'effectivement, donc les voisins, et même on l'a vu d'ailleurs dans les rébellions de 90, n'avaient pas les mêmes statuts, y compris par rapport à la France. Bon, la France n'a pas, c'est vrai, d'intérêt énorme économique au Mali. Il y a certainement des ressources dans le nord, mais bon, on ne les a pas encore trouvées. Bon, en revanche, je crois que personne n'est dupe des intérêts de l'uranium au Niger, ce qui explique d'ailleurs le traitement différencié aussi des rébellions nigériennes et maliennes en 90. En 90, au Mali, il n'y avait pas de beaucoup de Français dans le coin. En revanche, au Niger, il y a donc des gens des services spéciaux se baladaient un peu partout avec Mano Dayak. Bon, donc, de fait, c'était pas déjà le même traitement. Et puis, du côté de la Mauritanie, on en parle peu, et moi j'étais assez surpris de l'apprendre relativement récemment, mais il y a quand même des forages qui sont l'un presque en exploitation et l'autre qui l'est déjà avec Total. Il y a apparemment assez récemment la découverte d'une énorme mine d'or qui concurrencerait peut-être celle d'Afrique du Sud. Ça, je ne savais pas. Bon, il faut encore le confirmer, mais on voit bien qu'il y a quand même des intérêts économiques dans la région, et que si le Mali s'écroule complètement, eh bien c'est aussi des intérêts français qui sont quand même mis en cause. Donc, du coup, la situation du Mali est imbriquée complètement dans celle de ses voisins par le fait que de cette civilisation possible qui entraînerait des pertes là aussi dans le voisinage. Voilà. Merci. ركالن موها غدروها لنتيمتا ركالن شنكا ضكالن موجا ركالن ترياضين تكنن تيوسا
Ikadiskidat, amang kasatingkat, ikadiskidat, amang kasatingkat, ikalan umuha, daruharan tinta, ikalan isyanka, ikalan umuja, ikalan intiyadin, ikalan intihusay. دنيا كنت فقون واركي بيبي سيمقون يسيبدا سيمقون نسبة هجو طيبقون دنيا تنكد رجوان كشتت فدوانا ما اسمع دكني ني غرمان برشا دكني ني فرجان نرني غلو الوام مرسان نرني داغي بام مقلات نرني يبا ما نسان نرني يبا مسنقال يبا ميدنوها نرني يبا مين الزان أروان هركيدان غندارا ضرمبوكا أروان هركيدان غندارا ضرمبوكا Ikadiskidat, amang kasatingkat, ikadiskidat, amang kasatingkat, ikalan umuha, daruharan tinta, ikalan isyanka, ikalan umuja, ikalan intiyadin, ikalan intihusay. ريقا سمجي